Bienvenue dans ce nouveau numéro des questions éco. La RDC, pays à vocation agricole, regorgeant plus de 100 km² des terres arables, pourtant sa population puise dans la misère et consommant ce qu'il ne produit pas. Et pour votre information ou pour votre rappel, c'est que la plupart des produits vivriers que la population consomme à travers les pays viennent des pays étrangers. Est-ce une malédiction? Est-ce une négligence de la part des autorités? Plusieurs questions nous hantent l'esprit, entre autres. Comment valoriser ces secteurs qui, si on les valorisait, pouvaient générer de l'emploi, surtout les jeunes? Comment valoriser l'agroalimentaire en République démocratique du Congo? Question que nous nous sommes posées à la rédaction de votre émission, et pour avoir des réponses à cela, nous avons résolu venir voir quelqu'un qui peut nous aider, qui peut essayer à donner quelques suggestions pour améliorer ces secteurs. Il s'agit donc de M. Dédé Mopassa. C'est un élu national de la circonscription, de l'une des circonscriptions de la province du Kwilu. Donc c'est avec lui que nous allons passer ces moments éco. Messieurs les députés, bonjour. Bonjour, bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Est-ce que ma présentation sur votre personne était suffisante ou sinon vous pouvez fermer? D'accord, c'est l'essentiel, mais avant de devenir député, on a été dans le monde économique, ce qui nous a valu beaucoup de responsabilités dans l'association des hommes d'affaires, de la FEC, plusieurs années. Je suis mandataire en mine aussi, donc je conseille dans les mines. Et bon, on a fait des études. Je peux me limiter par là. Je suis marié, père de famille. Alors, entrant dans les vifs du sujet, monsieur le député Dédé Mopassa, quand vous parcourez les marchés à travers la ville de Kinshasa ou à travers d'autres marchés à travers les pays, quel constat faites-vous? Est-ce que nos produits sont-ils valorisés dans les marchés? Bon, avant de parler des produits, je pense qu'on doit parler d'abord de la culture culinaire. Qu'est-ce que nous mangeons? Alors, quand nous déterminons ce que nous sommes appelés à manger, notre régime alimentaire, maintenant on va voir d'où ça vient et comment ça fonctionne pour alimenter toutes ces bouches. C'est vrai que quand on sillonne sur le marché, on trouve tout ce que nous avons besoin en termes de légumes. Hein, en termes de... Parce que nous, c'est un repas composé de la chikwang, c'est pas moi comment on appelle, l'accompagnement. Et la nourriture, quand on dit nourriture ici, c'est soit la viande et tout ça accompagné de légumes et les condiments, comme si on peut le dire ainsi. Et de temps en temps, des fruits qu'on a abandonnés. Hein, dans notre vie ancestrale, les fruits accompagnaient toujours. Et c'est pour cela, périodiquement, les fruits, même dans nos forêts, jouaient un rôle dans la santé et dans l'alimentation. Donc, je fais le même constat que vous, effectivement, que beaucoup de ces produits-là viennent de l'étranger. Tout simplement parce que nous avons des difficultés de lieux de production. Vous savez que nous, on n'avait pas de villes, hein, on n'avait pas des agglomérations. On était paysans, tout ici était la vie paysanne. On vivait de la cueillette. Et, alors, de la cueillette et de la chasse. Donc, si c'est dans la viande, c'est la chasse. Si c'est dans le poisson ou tout ce que vous voulez, c'est dans la pêche. Et le légume et tout le reste était dans la cueillette. Et dans cette cueillette, vous pouvez trouver les légumes, comme on pouvait trouver des boutures de tout ce qui est patate. Et c'était ça notre alimentation. Mais avec la création de la ville, des agglomérations citadines, ça a permis à ce que les populations ne s'attachent plus à ces forêts, ne s'attachent plus à ces cueillettes, et l'esprit du marché a été créé. Mais le produit d'antan pouvait atteindre ce marché-là principal. Je veux dire Kinshasa, les grandes agglomérations. Mais depuis qu'il y a eu coupure en termes des infrastructures routières, il y a eu un petit problème. Et qui devient un grand problème sur l'économie de notre pays. Nous mangeons maintenant dollars, nous mangeons en devises. Même le minimum possible vient toujours en devises. C'est-à-dire du sel qu'on met dans la nourriture, c'est en devise que nous achetons. Le tomate, comment on appelle, l'ail, l'oignon et tout ce que vous voulez ça. Pourtant, nous avons, je l'ai dit au début, et pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche, la grande quantité de jus fruitiers
fruitiers consommés dans l'est de notre pays, précisément au nord Kivu, vient du Rwanda. Là c'est encore acceptable. Là, c'est encore un peu acceptable. C'est un pays africain, c'est le voisin. Mais il y a des jus qu'on consomme à Kinshasa, qui viennent des zones du désert, où il n'y a pas de forêt. Ils n'ont pas de terre pour cultiver. Ça vient d'Israël. Ça vient de Dubaï. C'est grave. On peut cultiver à Dubaï du jus qu'on nous amène ici au Congo. Ça, c'est des scandales. Mais ça, c'est le problème. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire avec ces constats? Là, vous précédez ma question. Oui. Et parmi les conséquences de ce que vous avez présenté comme tableau, je pense qu'il y a aussi la fuite des capitaux. Mais nécessairement, quand vous utilisez les dollars, dans un pays aujourd'hui, le devise, quand vous dites le matelas en dollars, ça représente autant le réserve, parce que le devise constitue la richesse du pays. Ça se mesure aussi par rapport à cela. Et nous devions utiliser nos devises pour l'industrialisation de notre pays, pour acheter les connaissances, l'intelligence de ce qui manque chez nous, et non pas pour acheter ce que nous pouvons transformer chez nous. C'est scandaleux. Des valorisations pour que notre agroalimentaire soit quand même, ne serait-ce qu'à l'échiquier comme tous les autres pays. D'abord, localement ici, je ne veux pas parler de la loi, parce que c'est la loi qui guide toute république par secteur. On avait le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Après, c'est le ministère de l'Agriculture. À côté, développement rural. Et tout ça, ça a des complexités terribles. Quand vous abandonnez l'agriculture sans infrastructure au niveau des dessertes agricoles, c'est lui qui fait les dessertes agricoles à un autre plan. Qu'à bien même que ce soit dans un même gouvernement. Ils ont d'autres priorités. Mais c'est lui qui fait l'agriculture, planifie autrement aussi, selon les besoins. Et celui qui fait l'agriculture peut être dans la haute économie, c'est-à-dire il va dans les VA, il va dans les cafés, il va dans le coton. C'est toujours la culture, c'est toujours l'agriculture. Mais la petite agriculture qui donne à manger directement des paysans peut ne pas être planifiée. Alors, ce que j'étais en train de poser comme question, quelle est la chaîne de valeur pour ramener pour la valorisation de ces produits champêtres? Oui, aujourd'hui, il faut d'abord renforcer, il faut moderniser cela. Et les terres peuvent subir aussi des accidents de santé. Il faut traiter nos terres. C'est comme ça que l'État congolais a à son sein l'institut qu'il appelle l'INERA, qui examine et la terre et la possibilité de recherche agricole. Ça, c'est un instrument valable pour accompagner cette chaîne de valeur de production. Malheureusement, il n'est même pas subventionné. Et voilà. Non, mais il y a un petit budget qui entre dans les recherches scientifiques. Et d'ailleurs, la recommandation régionale demande à ce que la recherche scientifique ait au moins 1% minimum du budget national pour permettre à ce que des structures comme INERA puissent fonctionner. Et cette INERA doit être un peu partout. Parce que nous n'avons pas de réalité de pôle économique de la même manière. C'est différent. Donc, il faut que l'INERA puisse faire son travail. Je plaide pour cela et je vais continuer à plaider. Ça, c'est principal. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le grain, comme on appelle des semences, ne s'adapte pas avec les changements climatiques. Il y a des problèmes qui touchent même des graines, ou comment on appelle, les produits, des semences, comme je voulais dire. Donc ça peut ou ne pas marcher. Donc il faut suivre l'évolution de tous ces produits-là. Donc d'abord, examinons aussi les zones de production. Il faut examiner les zones de production, tirer des lignes en termes d'infrastructures routières vers le centre, la conservation des produits. Parce qu'il y a la distribution, même si vous allez en Europe, il y a la distribution avec des camions, de voies, des structures. C'est-à-dire des centres d'évacuation, centres de production, stockage ou conservation et évacuation. L'évacuation, maintenant, ça ne va pas n'importe où, ça va dans des lieux bien précis pour la consommation. Et il faut identifier les consommateurs,
Il faut savoir où les consommateurs peuvent acquérir tel ou tel autre produit. Ça, c'est au niveau local. Le Congo est grand. Il faut le faire en zone économique, en pool économique. Je pense qu'on peut sortir de ces marasmes. Mais en attendant, la capacité de produire est là. Et la possibilité de consommer aussi de l'autre côté. Mais, pour les hommes d'affaires qui se sont lancés dans cette économie, c'est-à-dire les fermiers, ils ont des difficultés par leurs importations. Parce que le protectionnisme n'est pas à sa place. Donc, en principe, le protectionnisme devait jouer le rôle. C'est une politique publique qui permet à ce que le produit qui vient de l'étranger, vous puissiez mettre un coût très élevé pour décourager les importateurs et favoriser la production locale. Et que ceux qui importent se retournent vers l'importation locale afin de faire l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché en termes de qualité bio qu'on produit ici, que les produits qu'on ne certifie pas à l'arrivée. Mais le problème, c'est aussi au niveau de la conservation de nos produits champêtres, par exemple. Est-ce que pour arriver à concevoir, la faiblesse est à quel niveau? Mais c'est cela, aujourd'hui même l'infrastructure, c'est l'abandon. On s'est retourné à un moment donné, vous savez, même pour l'élevage, on en a parlé de Bembeadou là, Sakombi Amadesu. Tous ces noms-là, c'est à un moment donné que l'importation est venue avec des quantités, c'est cela que je voulais dire, dans cet équilibre de l'offre et de la demande. Quand le produit extérieur fait le dumping, revient ici avec un prix très bas, que le produit qu'on doit faire localement ici, à Kinbanse, je ne sais pas moi, au Bas-Congo ici ou en Sélé, pour atteindre Kinshasa, vous payez les transports 10 fois que celui qui amène de la Chine. Directement qui arrive. Par exemple, ici, avec les haricots qui viennent de Goma. L'haricot de Goma arrive ici de très bonne qualité. S'il faut le mettre sur le marché mondial, je pense qu'on peut occuper première ou deuxième place. Vous voyez toutes ces choses, les riz de Bumba. Mais pour faire arriver un sac de riz, du Congo central. Pour faire arriver un sac de riz de Bumba ici, vous payez 10 fois plus cher que celui qui importe au Pakistan. Donc le riz pakistanais arrive ici à un bon coût que le riz de Idiofa. Alors, vous êtes législateur. Oui. Ce travail de la valorisation de l'agroalimentaire en République démocratique du Congo, je crois que c'est un travail de tout le monde. Vous, comme législateur, quel peut être votre rôle pour arriver à valoriser, comme je disais, ces secteurs? Les politiques publiques, c'est le gouvernement. Quelles sont les lois qui peuvent être créées Les lois sont là. Il y a quelques lois au jour d'aujourd'hui, il y a quelques lois sur l'agriculture, il y a quelques lois sur la fiscalité, je vais dire même. Il y a quelques lois sur la fiscalité qui fait qu'on peut être concurrencé sur le marché. Mais le problème, c'est de permettre les produits locaux d'être concurrencés sur le marché, d'être présents. Ce n'est pas présent tout simplement l'infrastructure et la structure de mise en œuvre ou de l'opérationnalité des produits paysans sur le marché est difficile. C'est-à-dire, à 500 km de mon village à Bière ici, il y a du piment. Mais pour faire arriver ces piments-là ici, c'est un calvaire. Ce sont des questions importantes. C'est comme ça que j'ai dit. Vous prenez parfois pas en compte au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, en tant que législateur, en 3 ans de la législature, vous avez déjà discuté sur cette question? Mais on discute sur cette question. Parce que de quoi on va discuter? Parce que la bonne loi est là. On a mis... discuté, oui. Quelles ont été les conclusions? Mais les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Ou les moyens sont là, mais on dirige les moyens sur autre chose. Que ce qui est plus important. Les routes des desserts agricoles. Pour les Congolais n'est pas prévu. Mais parce que déjà, quand les Libanais amènent des camions et des tonnes de bateaux, de mêmes produits que les paysans doivent produire, vous voulez le mettre en concurrence avec ces gens-là qui jouent avec des millions. Et ces millions-là, il faut poser la question si ce soit des blanchissements d'argent ou quoi. Parce qu'ils amènent des conteneurs d'haricots, mais au lieu d'aller prendre haricots qui est au Bas-Congo ou bien à Goma. C'est là le problème. Donc, mais nous, à l'interne, ça c'est pleurnicher pour rien. Nous devons travailler à l'interne. Arranger des routes des desserts agricoles. Vous allez voir. Si on arrange des routes des desserts agricoles... Ce sont déjà des recommandations que vous faites au gouvernement. Si nous nous engageons à organiser les routes des desserts agricoles, nous construisons des structures de conservation. Nous mettons en place le moyen de distribution. Nous mettons en place des zones de vente de nos produits en concurrence du prix, je vous dis, quand bien même ces produits qui doivent venir de l'étranger arrivent dans le même marché
nous allons remporter et permettre que le surplus de notre production aille aussi concurrencer avec les autres dans des marchés étrangers et puis nous ramener le devise au pays. Nos produits jusque-là sont des produits bio. Donc nous avons encore de la place dans tous les marchés européens où le produit bio est recherché. Et d'ailleurs dans l'Agora, nous avons signé des accords. Le produit RDC est accepté aux États-Unis sans payer la douane à l'entrée. L'occasion pour nous d'amener des tomates, d'amener des fleurs. La Zambie exporte des fleurs. La Zambie. Zimbabwe exporte. Mais la qualité des terres zambiennes et zimbabwéennes, vous ne pouvez pas les comparer avec nous. Donc, mais nous on doit permettre, avec cette politique-là, d'évoluer à améliorer les routes de recettes agricoles et surtout de mettre à la disposition de structures qui peuvent conserver donc l'électricité, très important, l'électricité rurale. Parlons par exemple de la province de Bandundu, une province à vocation agricole et n'a pas d'électricité. Est-ce que vous pensez qu'avec cette manière de faire, c'est bénéfique au pays? Bon, ça ne peut pas être bénéfique pour le pays, même pas pour la province. On abandonne toute une province comme ça, avec tout ce qu'il y a comme potentialité. On s'est dit quoi? Parce que le pays veut de l'argent caché maintenant, donc aller dans les mines, aller dans le pétrole. Mais l'économie du ventre, c'est l'économie qui devait être prioritaire. Vous pensez que la diversification de notre économie peut aussi passer par la valorisation de ces secteurs de l'agroalimentaire? Mais oui, mais l'existence. Mais quand vous voyez, ça c'est une politique des capitalistes à outrance. Toutes ces exploitations, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le mine ou dans le pétrole ou dans tout ce que vous voulez, c'est pour organiser des capitaux. Et les capitaux sont où? Parce qu'en principe, l'État doit mettre beaucoup d'argent pour supporter l'économie paysanne principalement et développer dans l'agriculture des mécanismes qui doivent mettre des produits à la portée des Congolais. C'est ça qui est important. Nous allons ici, là maintenant, voter le budget 2023, mais je pense que nous devons faire de lobbying pour que les routes des recettes agricoles soient vraiment prises en compte et principalement aussi le réseau de l'électrification et de ports, c'est pas moi, qui doivent rassurer la conservation de tous ces produits. Sur le marché, si nous arrivons à bon prix, en tout cas, ils vont stopper les importations et on va augmenter le réserve de nos devises dans nos banques. Vous êtes un leader, vous encadrez la jeunesse dans ces secteurs de l'agroalimentaire. Quelles sont les opportunités qui se présentent aux jeunes? Il y a plusieurs opportunités, mais l'agriculture, voyez un peu pour Kanyamakase, c'est un grand projet, des valeurs. Mais quand on dit on doit prendre des voyous pour aller le remettre là-bas, donc c'est les voyous qui doivent aller à l'agriculture. On doit soigner aussi la communication à ce point-là. Parce que la loi est claire, on ne parle pas de voyous dans cette loi-là. Il y a un décret loi. D'ailleurs, c'est une structure qui dépend de la présidence de la République. Donc, cette structure doit être revue. C'est là-bas, même les intellectuels, les jeunes qui ne peuvent pas faire tel ou tel métier au jour d'aujourd'hui par opportunité, par manque d'opportunité, mais c'est là-bas que nous devions aller. Même les gens qui terminent leur carrière, moi j'en ai fait un centre maintenant, et ces centres-là, c'est pour former les gens à des domaines agricoles, c'est pour former les gens à apprendre comment on peut faire les étangs, comment on peut faire un petit jardin, et ça ne demande pas que tu sois désœuvré, non. Même vous, journalistes... Ce ne sont pas forcément les jeunes voyous. Non, ce n'est pas les jeunes voyous. Il faut mettre... Les jeunes voyous, c'est vrai, c'est des gens qui ont raté une dimension peut-être de l'éducation. Il faut le récupérer. Et en le récupérant, il y a une formation qu'on peut donner qui peut aboutir aussi à l'agriculture ou à tout ce qui est... Mais vous pensez qu'on peut remettre ces secteurs ou ces domaines entre les mains du service national? Non, jamais ça a été dans le génie militaire. C'est toujours ces décrets-là que Mouzé, jusqu'à aujourd'hui, c'est les décrets que Mouzé a laissés. Je suis en train d'examiner ces décrets avec quelques collègues ainsi que l'équipe de la présidence de la République pour voir comment on peut porter des modifications. Parce que aujourd'hui, nous portons des fardeaux qui ne nous reviennent pas. Au loi là-bas, vous voyez ce qui se passe là-bas, la manière dont on a fait le recrutement par la police, les abus qu'ils ont commis là-bas, c'est comme si on doit forcer les gens à y aller. Mais qu'est-ce que le gouverneur a à voir là-dedans? Mais maintenant, là, tout retombe entre les mains du gouverneur.
Mais on ne peut pas accepter cela. L'idée est bonne. Et d'ailleurs, nous allons pousser la maman gouverneur de voir dans quelle mesure créer sur place aussi un service national. Comme ça, ceux qui voient leurs enfants, qui abandonnent les enfants dans la rue ou qui ne donnent pas la bonne éducation pourront le revisiter sur place au bénéfice des provinces de loi là-bas. Mais c'est vrai que le bavure qui ont été là-bas, ce n'est pas à charge de madame. Donc ça ne peut pas en aucun cas être à charge de madame. Donc c'est des choses que nous devons veiller. On ne peut pas considérer aussi le service national comme fourre-tout qui ne reçoit que des koulounas. Non, ça c'est suyer l'agriculture, les produits qu'ils font. Mais c'est vrai qu'au service national, il n'y a pas que l'agriculture. Il y a aussi les paramilitaires, il y a la formation à la citoyenneté, à la nouvelle citoyenneté. Donc il y a aussi l'apprentissage du pays. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour le service national. Nous devons encourager les gens qui vont vers le service national. Il ne faut pas que ce soit le forcing. Quand on vous dit on vous recrute pour aller au niveau de service national, il faut que ça soit dans un plaisir d'y aller. Alors pour ça, il faut aménager la loi ou les mesures réglementaires qui accompagnent de mise en application, qui accompagnent cette loi pour que ça soit aisé, que les gens s'inscrivent eux-mêmes comme on va à l'INPP. Je vois des personnes qui veulent changer de filière, s'inscrire à l'ISPP et à l'INPP et prendre une nouvelle formation. C'est une bonne chose. C'est la même chose avec le service national. Si moi-même, je me dis aujourd'hui, je prends le break de 2 ans, je vais aller apprendre 1 année ou 6 mois, je le ferai aisément, mais que ça ne soit pas comme si ça se transforme à une prison, à un mal. Non, la population doit comprendre. Et si les autorités vous amènent à une bonne direction, je pense que c'est à l'avantage de sa population. Personne ne peut faire des choses pour faire du mal ou du tort à la population. Aujourd'hui, quand vous regardez comment ça aboutit les projets agroalimentaires ou les packs agroalimentaires de Mukangalonjo, vous vous dites quoi vous-même? Vous avez quel sentiment? Bon, on a raté, il y a un raté, mais l'idéal est qu'on revienne vite sur cela, qu'on ne laisse pas l'abandon. L'homme ne peut pas abandonner. Les erreurs, on peut corriger s'il y en a eu. On peut corriger les mains. L'idée, c'est très correct. On doit avoir ce genre de centres un peu partout. Mais quand on crée ces centres, il faut voir aux alentours comment vous allez insérer la population riveraine, le paysan, qui déjà, dans leurs petits travaux à côté, peut nourrir aussi. Il faut intégrer cette dimension-là. Mais j'ai eu comme impression qu'on n'avait pas intégré cette dimension. Et aussi, ils ont plus travaillé sur les capitaux, c'est-à-dire la production en termes de numéraire. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce que ça va produire en termes d'argent? Au lieu de voir qu'est-ce que ça va produire en termes de produits, de consommation, le résultat que ça peut faire dans la population. Donc, ça aussi, en économie, c'est un problème. Quelle est votre visée? On peut faire un investissement économique, mais avec des visées sociales. Principalement, on peut faire... C'est vrai que vous allez gagner, mais votre objectif, c'est de nourrir la population. N'est-ce pas? Mais quand vous dites en nourrissant la population, bien sûr, vous allez faire de l'économie, vous allez faire de l'argent. Mais que de dire nous travaillons pour avoir de l'argent, ça c'est un esprit capitaliste sauvage. Ce n'est pas normal. Donc, je pense qu'il faut relancer. Il faut relancer et rentrer dans ces projets-là. Maintenant, là qu'on fait beaucoup d'argent dans notre budget, donc il faut revenir là-dessus. 200 et quelques millions, reprendre à zéro, ce n'est pas un problème. Ou alors ouvrir des capitaux au privé qui peuvent prendre... chacun une portion et relancer Mukangalonjo. Dernière question et réponse rapide. Aujourd'hui, puisque nous parlons de l'agroalimentaire et nous parlons aussi de l'entrepreneuriat, quel message pouvez lancer par exemple au ministre du PME, soit le ministre de l'Éducation, parce qu'aujourd'hui les filières comme agriculture dans nos écoles ne sont plus en vue. Qu'est-ce que vous pouvez encore lancer comme message au ministre de l'Industrie, parce que nos produits, si on les industrialise, c'est comme ça on peut les commercialiser à l'étranger. Voilà que vous avez cité beaucoup de ministres. Ça veut dire qu'on responsabilise le gouvernement. Et pour ça, il faut un comité de pilotage. Un comité de pilotage pour les produits congolais. La marque congolaise. La marque congolaise, on va faire cette marque avec le commerce extérieur. Ils sont tous, c'est comme ça que je dis, un comité de pilotage qui prend tous ces ministères. Lui, il attend les produits pour les vendre, pour aller les présenter, que ce soit localement comme à l'étranger. Il attend. Mais les produits doivent être d'abord faits dans des conditions, dans des normes. Il faut suivre quel est le sol qui a produit ces tomates, et ces sols à quelle qualité, quelles sont les maladies de cette sol.
pour que notre produit soit concurrentiel dans la logique de consommation bio. Nous devons valoriser ces bio. Le Congo, c'est un pays solution en tout. Aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir les GOGEM. Tout le monde est rentré dans les bio. Et les bio, vous trouvez ça au Congo. C'est merveilleux. Mais donc, il faut un comité de pilotage de produits congolais. Et quand on fait un comité de pilotage de produits congolais, on peut pousser celui de développement rural, de faire des routes de recettes agricoles. On va pousser celui de l'industrie, de mettre des structures d'accueil et de transport. Ce n'est pas moi qui dois conduire les produits. Et celui du commerce, d'arranger les marchés, comment je vais appeler ces marchés, les marchés dans le milieu ruraux, n'est-ce pas, qui va permettre à ce que les camions puissent prendre là-bas dans un bon prix, dans une bonne conservation. Ça peut même freiner l'exode rural. Exact. Ça va freiner l'exode rural énormément parce que c'est vrai que les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, même les jeunes, pourquoi pas, ils peuvent rentrer là-dedans. Les études, c'est pour la connaissance. Jusqu'à l'université, ceux qui veulent filer à l'enseignement ou les recherches peuvent continuer. Mais le reste, vous l'avez. Maintenant, il faut mettre ça en musique pour la population, pour sa communauté. C'est ce qui est important. En guise de conclusion, Dédé Mopassa, qu'est-ce que vous pouvez dire en 2-3 mots ou 3 phrases sur la thématique d'aujourd'hui pour conclure cette émission? Comment, de manière pragmatique, nous pouvons faire pour valoriser les secteurs de l'agroalimentaire en République démocratique du Congo? Mettre de l'intérêt politique, il faut la volonté politique pour cela. Et quand il y a la volonté politique, vous allez voir la politique publique. Les politiques publiques en cette matière, dans chaque ministère, va répondre. Et que je demande à ceux qu'on revienne un bon sentiment pour donner encore la vie à ces paysans qui ne sont autres. Merci pour le temps que vous avez consacré à Question Éco. Je crois que nous n'avons pas épuisé nos questions. Nous tâcherons revenir. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.